Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission, cette deuxième rendez-vous, nous pourrions dire, du programme Zen et vous. Alors, ce programme, vous allez le suivre parce qu'il va vous donner à comprendre, à saisir, à aimer les évolutions. Il va vous permettre d'être dans le pratico-pratique. Il y a un sujet, il y a un problème, on va essayer, avec nos invités, de trouver des solutions. Ce rendez-vous, il est coordonné, il est organisé, il est piloté par le mensuel Notre Temps. Je rappelle tout bonnement que le mensuel Notre Temps est le premier mensuel en France en termes de diffusion. Alors, cette émission, elle participe d'une série beaucoup plus large. On s'était vu une première fois sur la question des aidants, on se retrouvera sur la question, par exemple, des médecines complémentaires, on continuera comme ça au fil des mois. Mais là, on va être autour de cette notion de bien chez soi à tout âge. C'est intéressant d'ailleurs le à tout âge, parce que finalement, être bien chez soi, c'est du premier jour de la vie au dernier jour de la vie. Et puis c'est aussi pour toutes les personnes du logement, pour toutes les personnes de la maisonnée. Il y a plusieurs générations, il y a plusieurs âges, il y a plusieurs types de personnes qui vivent au même endroit. Donc c'est que chacun se sente bien chez soi et a envie d'une certaine manière et la possibilité d'y rester le plus longtemps possible. Alors, on parle beaucoup de prévention et on a raison. La prévention, ça démarre aussi, ou en tout cas un des éléments majeurs, c'est bien celui du logement. Tout simplement pour par exemple, ne pas se faire du mal, pour ne pas tomber. Alors on pense à des enfants qui peuvent tomber chez eux, évidemment, mais on pensera aussi à des gens plus âgés. Il y a environ 400 000 chutes de personnes âgées tous les ans. Ça revient, si on parle d'argent, à plus de 2 milliards d'euros pour la société. Mais évidemment, en termes humains, c'est aussi des problèmes parfois très lourds. Parfois, c'est un tiers des cas, c'est d'aller, par exemple, dans les urgences. C'est la première cause d'entrée en urgence pour les plus âgés, par exemple. Et puis, parfois, après les urgences, c'est difficile. C'est parfois un retour, un aller en EHPAD, par exemple. C'est parfois des retours difficiles, avec des béquilles, avec un fauteuil, que sais-je encore. Souvent et heureusement, tout se passe bien, mais il faut aussi intégrer le fait que parfois, ça peut se passer beaucoup plus difficilement. Et puis, il y a la question des chutes, c'est la prévention. Mais il y a aussi la question tout simplement de pouvoir bien se mouvoir chez soi, de pouvoir être à l'aise chez soi, de pouvoir aussi facilement sortir de chez soi. Tout ça, c'est aussi la prévention, parce que si la personne est enfermée, si vous êtes enfermé chez vous, vous ne pouvez plus sortir, vous n'avez plus envie de sortir, vous cassez vos liens sociaux, vous cassez tout simplement votre envie de vivre, et puis vous cassez aussi l'envie à d'autres personnes de venir vous voir. Donc on voit que ce n'est pas seulement une prévention par rapport aux chutes, mais c'est bien plus large, c'est une prévention par rapport à la qualité de vie. Le logement, rappelons quand même que le logement, on passe 80% de notre temps entre quatre murs, souvent dans le logement, mais c'est aussi au travail, c'est aussi dans certains loisirs. Donc ça vient avec nous, ça vit avec nous, ou bien c'est nous qui vivons avec le logement. D'ailleurs, le logement est aussi un lieu qui s'adapte tout au long de la vie. Il s'adapte à nous, parfois il nous demande de s'adapter à lui. C'est comment aussi on trouve cet équilibre entre les deux. On va en parler pendant 40 minutes d'abord, et puis ensuite vous aurez la parole pour poser des questions, et donc on continuera. Mais on va d'abord en parler 40 minutes avec nos deux invités. Valérie Egloff, à ma gauche. Comme je ne suis pas très bien latéralisé, je suis obligé de faire attention. Valérie Egloff, à ma gauche. Alors Valérie, vous êtes à la fois de profession infirmière, donc vous avez cette compétence-là, et par ailleurs, vous présidez aujourd'hui le Gérontopole de Normandie, on reviendra sur tous ces éléments-là. Et puis vous avez été aussi adjointe au senior Amérique du Havre, vous avez été aussi conseillère régionale. Michael Brichet, vous êtes un ergo, c'est votre métier. Et par ailleurs, vous êtes un des grands patrons de Merci Julie, qui est une structure qui s'occupe justement à domicile, qui vient voir les personnes. On reviendra aussi sur ces deux éléments. Je m'appelle Serge Guérin, je suis un sociologue, je suis professeur à l'INSEC et j'ai aussi la grande chance d'être chroniqueur tous les mois dans le magazine Notre Temps dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être aussi d'ailleurs pour mieux saisir ce que vous faites l'un et l'autre, pour mieux comprendre à la fois vos métiers et votre rôle. Alors Valérie, je vais commencer par vous. Peut-être tout simplement, j'ai dit infirmière, ça on peut à peu près comprendre, élue, on peut à peu près comprendre. En revanche, présidente du Gérontopole de Normandie, qu'est-ce que ça veut dire? Pas être présidente, mais qu'est-ce que le Gérontopole? Alors bonjour à tous. Effectivement, le gérontopole aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est encore bien connu.
Il faut savoir que déjà des gérontopoles, il en existe une dizaine en France, à peu près un par région, puisqu'en fait c'est une association. Nous fonctionnons sur la loi 1901. Nous sommes une association à l'échelle du territoire de la région. Donc là, en l'occurrence, la région Normandie. Et en fait, le gérontopole, c'est une rencontre d'acteurs. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus d'une centaine d'adhérents en Normandie, d'acteurs qui sont concernés par l'adaptation de notre société au vieillissement de la population. Alors on y retrouve bien sûr des acteurs du médico-social, du sanitaire, on y retrouve des entreprises, tous ceux qu'on identifie aujourd'hui comme les acteurs de la silver economy. On y retrouve bien évidemment des collectivités territoriales, ceux qui sont en première loge, j'ai envie de dire, sur les sujets de l'adaptation de la société au vieillissement, les conseils départementaux, les ARS, les agences régionales de santé, les métropoles, les villes, des bailleurs sociaux, on en parlera peut-être, mais beaucoup de bailleurs sont déjà dans toute la France. Quand je parle gérontopole, c'est l'image dans toute la France. Beaucoup de bailleurs sont investis dans les gérontopoles parce qu'effectivement, une des questions sur lesquelles on travaille, alors on travaille sur la recherche, le dépistage des maladies du grand âge, mais on travaille beaucoup en ce moment sur les questions de l'habitat. Parce qu'effectivement, tout le monde dit « je veux vieillir chez moi ». Mais ça veut dire quoi chez soi? Ça veut dire un logement adapté, sécurisé, dans quel environnement aussi? Parce qu'il n'y a pas que la maison, il y a la rue, le quartier, la ville, l'environnement autour. Comment on peut sortir de chez soi, comment on rentre chez soi, comment on est en sécurité chez soi. Enfin, des sujets très larges. Et ce qui fait qu'effectivement, dans les gérontopoles, on retrouve des professionnels de santé, des architectes, des agences d'urbanisme, des entreprises du bâtiment, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, tous ceux qui sont au cœur du sujet au quotidien. Merci beaucoup. Et donc, sans doute que là où vous habitez, dans la région où vous habitez, il y a aussi un gérontopole. Certains sont plus ou moins ouverts au grand public, mais en tout cas, c'est un élément intéressant pour soi, mais aussi par rapport à ses propres parents. C'est aussi un lieu où on peut trouver comme ça des informations, y compris d'ailleurs sur les questions d'adaptation sur lesquelles on va revenir. Peut-être juste comme ça, vous demandez, là je parle d'adaptation des logements, est-ce qu'il y a un phénomène comme ça, un fait qui vous a marqué autour de cette question-là, dans votre vie professionnelle comme dans votre vie politique? Alors, effectivement, vous l'avez dit, moi je suis infirmière libérale, donc je suis au domicile, donc dans les logements. J'ai été élue effectivement sur les questions du vieillissement dans la ville du Havre sa métropole. Et effectivement, on a voulu, enfin il y a maintenant quelques années, l'équipe municipale en place souhaitait se poser la question de comment aider les gens justement à vieillir chez eux. Et on en reparlera sûrement avec Monsieur Briquet, mais un ergothérapeute à la maison, c'est bien. Expliquer comment on peut faire des travaux, adapter, tout ça, c'est bien. Mais les gens ont besoin de voir, ont besoin de se rendre compte à quoi va ressembler leur chambre, leur cuisine, leur salle de bain. Et donc, on a mis en place un outil pédagogique, une maison témoin, qui permet effectivement de voir à quoi ça ressemble une cuisine adaptée, une chambre adaptée. Et surtout, parce qu'on voit aussi que souvent la crainte des gens, c'est d'être chez soi, mais de ne plus se sentir chez soi. D'avoir peur que la chambre ressemble à une chambre d'hôpital, que la salle de bain soit devenue quelque chose de très neutre. Et donc l'intérêt, c'est justement d'avoir des outils. Alors, ça peut être des maisons témoins, des appartements, ça peut être aussi aujourd'hui, grâce au numérique, des objets connectés, des casques de réalité virtuelle. Mais l'intérêt, c'est de montrer à quoi ça ressemble et l'important que la personne s'adapte, s'approprie ce projet et qu'elle n'ait pas l'impression qu'on lui colle un truc qui ne lui va pas du tout, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. Ça prend du temps. Il faut faire un peu du sur-mesure, mais on en reparlera sûrement. Mais je crois que c'est ça qui fera que ça marchera ou pas, quoi. Alors pour nos webinautes de la région du Havre, la maison s'appelle la maison d'Alia. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres termes ailleurs en France, y compris Absolument. en Normandie, mais ailleurs en France. Michael, on a dit que vous étiez un ergo. Le mot est d'ailleurs réducteur. Mais dites-nous d'abord, tout simplement, c'est quoi votre métier? Et aussi d'ailleurs, est-ce que vous participez des professions de santé? Alors, nous sommes ergothérapeutes, effectivement. Donc nous sommes une profession effectivement paramédicale, donc régie par le Code de la santé publique, donc avec un diplôme d'État, 3 ans d'études comme les infirmières, avec un conseil national de la profession, donc voilà, donc pleinement ancré sur les problématiques de santé sur le territoire. 3 ans d'études, avec des ergothérapeutes qui aujourd'hui exercent essentiellement dans des hôpitaux, dans des centres de rééducation, donc en structure. Et de plus en plus d'ergothérapeutes aussi commencent à travailler en cabinet libéral, mais plutôt avec une population d'enfants, pour des raisons de prise en charge, puisqu'aujourd'hui,
l'ergothérapie de ville n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Donc c'est un vrai frein pour pouvoir bénéficier d'une intervention d'un ergothérapeute chez soi. On en parlera certainement tout à l'heure. Donc vous avez des ergothérapeutes qui travaillent en lien avec les maisons départementales des personnes handicapées via la PCH. Excusez-moi pour ces termes barbares, mais c'est très compliqué. Et donc on a quelques ergothérapeutes par département qui interviennent auprès d'un public senior. Donc nous, avec Merci Julie, on a développé effectivement un service dédié à la problématique des seniors. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en gériatrie, d'abord en hôpital et puis ensuite dans des centres d'information et de coordination. Donc sur des problématiques vraiment liées au domicile, liées à la mobilité, liées au déplacement. Parce que vivre, c'est aussi vivre à l'extérieur, c'est rencontrer des gens, donc c'est pouvoir être mobile. Et donc c'est sortir, c'est pouvoir aller vaquer à sa vie associative, garder ses petits-enfants, partir en vacances, avoir des loisirs. Et donc de ne pas réduire simplement la vie à s'habiller, faire sa toilette, sortir de son lit. Donc ça c'est important. Comment on vit chez soi et à tout âge, hein, vous l'avez dit. Donc c'est important. Et puis, le tout âge, c'est aussi jeune retraité plus âgé. Je suis jeune retraité, je peux aussi être un aidant. Je m'occupe de mes parents, j'ai 65 ans aujourd'hui, je m'occupe de mon parent qui en a 85. C'est une contrainte, c'est difficile, et j'ai aussi besoin d'être accompagné. Et nous, en tant qu'ergothérapeute, on travaille également avec les aidants pour les accompagner, être un vrai soutien à la prise en compte. Alors, on parle de prise en charge, prise en soin des seniors, de leurs parents également à domicile. Donc on a des techniques de rééducation, mettre en place des stratégies quand les personnes ont des difficultés pour se mouvoir. On va mettre en place des aides techniques. Alors pareil, un terme barbare. Vous, Serge, aujourd'hui, vous portez une aide technique sur votre nez. Des lunettes. Ouais, Oui. vous portez des lunettes. Vous avez voulu m'en vendre une deuxième, ça s'appelait une perruque, mais j'ai refusé. Vous avez refusé, vous aviez raison. Et donc vos lunettes vous permettent de lire, vous permettent de conduire, vous permettent d'avoir une vie la plus aisée possible, la plus normale possible, qui vous permet de réaliser les activités que vous aimez. Voilà. Une personne qui est en difficulté, qui ne peut plus lire, et c'est sa passion, la lecture, elle n'arrive plus à lire parce que ses lunettes ne lui suffisent plus, eh ben, elle va être contrainte. Donc l'idée, ça va être de mettre en place des stratégies de lecture. Ça peut être un éclairage, ça peut être des lunettes, mais les lunettes parfois ne suffisent plus. Eh ben, on va mettre un téléagrandisseur, par exemple, une loupe. Ça coûte un peu moins cher, mais on peut commencer comme ça. Hier encore, j'étais au domicile d'une personne. Sa principale difficulté, en dehors de son domicile, c'était de me dire, mais monsieur Michael, je ne peux plus sortir de chez moi parce que j'arrive plus à sortir de la voiture. Alors c'est mon mari qui conduit, parce que j'ai des difficultés pour conduire, mais je ne peux plus aller faire les courses avec lui, je ne peux plus aller voir nos amis, je ne peux plus aller me rendre à mon association, et ça me pèse. Et c'était ça qui était vraiment important pour elle. Donc la réponse en tant qu'ergothérapeute que je peux lui apporter, parce qu'en dehors de ça, elle a un kiné qui intervient une fois chez elle par semaine, c'était de lui dire, mais on va mettre en place une stratégie pour vous apprendre déjà à sortir plus facilement de votre véhicule, faire autrement, parce qu'on est ancré dans nos habitudes, donc il faut faire autrement. Et puis ça va être de mettre des petites aides techniques pour vous permettre de pivoter sur votre fauteuil et puis d'avoir une petite barre qui s'installe directement sur l'habitacle de la voiture et qui va vous permettre de nouveau de sortir de votre voiture le plus aisément possible. Alors, on voit bien que c'est beaucoup plus divers que juste... souvent, quand on parle d'adaptation du logement, vous qui nous regardez, vous devez vous dire, oui, adaptation du logement, c'est quand même souvent l'histoire de la baignoire. La baignoire, c'est quand même compliqué, on risque de tomber, et changeons la salle de bain et passons à une douche. Est-ce que vous nous dites, alors, c'est parfois important, hein, évidemment, il y a des chutes et ainsi de suite, et puis dans le confort, et puis assez souvent, on va quand même assez régulièrement dans sa salle de bain. N'empêche que ce que vous nous dites aussi, l'un et l'autre, c'est qu'il n'y a pas que là, et que c'est beaucoup plus large. Donc comment finalement, quand on s'interroge, alors déjà il faut s'interroger, ce qui n'est pas évident parce que souvent on a tendance à remettre ça plus loin, on verra plus tard. Et trop souvent, c'est après une chute qu'on se dit, oh là, peut-être que chez moi, c'est pas bien. Donc comment finalement regarder les choses avec moins de dramatisation et en prévoyant la suite, en sortant justement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la salle de bain, mais en ayant cette vision plus globale. Vous parlez de cette dame, par exemple, elle, ce n'était pas la question de la salle de bain, c'était la question tout bête de son quotidien, de pouvoir sortir de sa voiture facilement. Comment on fait, Madame Egloff, par rapport à cela ?
Je pense que c'est important. Enfin, nous sommes tous les deux des professionnels de santé. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Voilà, avec vous deux. Ouais. et là, je prends effectivement peut-être plus ma casquette d'infirmière, mais je me dis, chaque personne est individuelle, enfin, est particulière. Et je pense que la base aussi de notre métier, c'est de bien regarder comment vivent les gens. Alors, le mieux, c'est effectivement d'aller chez eux. Et je pense par exemple, en tant qu'infirmière, quand on est dans l'environnement de la chambre, mais de la cuisine, de toutes les pièces, on voit des fois des logements très encombrés, où même nous, on ne sait plus trop où mettre les pieds. On voit des fils électriques qui traînent, on voit des zones qui ne sont pas assez éclairées. Et ce n'est pas forcément effectivement que la salle de bain. Beaucoup de chutes sont en fait la nuit, quand la personne se lève pour aller aux toilettes. Bon, elle connaît le chemin par cœur, donc elle n'allume pas les lumières. Et une fois sur deux, ou 2 fois sur 3, elle chute bêtement, parce que de toute façon, ils nous disent toujours que c'était bête. C'est généralement bête, une chute. Mais là, il y a des choses qui existent, comme les chemins lumineux, le fait juste de poser le pied au sol et une petite lumière qui s'allume et qui vous aide à aller vers la salle de bain ou les toilettes. Mais c'est aussi parfois un encombrement, je vous dis, d'affaires, parce que quand on a un certain âge, on a plein de choses autour de soi et on a du mal à s'en séparer. Donc là aussi, ça se fait petit à petit, en connaissant bien les gens, en mettant en place une relation de confiance avec eux. Il ne s'agit pas d'arriver, de tout déménager, tout transformer. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que des fois, c'est long et difficile de faire admettre. Et ça nécessite effectivement une vraie relation d'individu à individu et pas uniquement un catalogue ou des choses comme ça qu'on voit de loin. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de comprendre la vie des gens et pas vouloir bousculer leur quotidien, mais leur présenter ça plutôt comme un confort supplémentaire, comme une sécurité, parce qu'effectivement, ils sont bien chez eux. La plupart du temps, ils vous disent « mais je suis bien chez moi ». Et vous voyez avec votre œil professionnel qu'il y a des petites choses qui pourraient être améliorées. Donc il faut voilà, établir la confiance, rencontrer aussi parfois les aidants, la famille, enfin, les gens certains ne sont pas encore seuls chez eux, il y a un couple et il faut que l'aide de l'un ne soit pas une difficulté pour l'autre. Enfin, il y a vraiment un travail de particulier à particulier à faire. Alors, il y a cette écoute qui est importante. On part du principe que les gens ont envie de rester à vivre chez eux. Alors, le chez eux peut aussi évoluer. Parfois, on peut se dire, est-ce que vers 65 ans, 70 ans, s'il ne faut pas s'interroger même, est-ce que chez moi, au-delà de toutes les aides techniques que l'on voudra, est-ce qu'à un moment donné, le chez-soi ne demande pas de changer de chez-soi parce qu'il est trop éloigné de la manière dont on va vivre, peut-être pas tout de suite, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Pas facile d'ailleurs. Et puis, première question. Et deuxième question, vous parliez par exemple des chemins lumineux et tout ça. Je voudrais parler un tout petit peu de prix. On a une idée à peu près de qu'est-ce que ça veut dire si on change par exemple sa salle de bain. Mais ce chemin lumineux, des éléments parfois assez simples, ce n'est pas nécessairement très coûteux. Évidemment, si on déménage complètement, c'est une autre histoire. Alors, en termes de coût, oui, on a une idée, effectivement. Une salle de bain aujourd'hui, quand vous remplacez une baignoire par une douche, et puis la faïence qui va avec, la peinture, le carrelage, etc. Aujourd'hui, avec les coûts des matériaux qui ont aussi augmenté ces derniers mois, on arrive sur des prix entre 7, 8 et 9 000 euros. Donc, ce n'est pas anodin. Ne tombez pas de votre chaise. Mais c'est les prix d'aujourd'hui. Il y a des aides, on en reparlera certainement. Mais on a aussi des aides techniques qui sont beaucoup plus abordables et qu'on peut trouver assez facilement en ville, même sur Internet. Vous parliez du chemin lumineux, on peut parler des détecteurs de présence, des interrupteurs avec détecteurs de présence. Vous allez dans votre magasin de bricolage, ça coûte 20 euros. Vous sortez de votre chambre, vous ouvrez la porte, la lumière s'allume automatiquement, ça coûte 20 euros. Et en plus, en termes d'économie d'énergie, c'est la période, et d'écologie, c'est pas idiot. Exactement. Il y a aussi une logique durable de ces aides techniques. Des petites mains courantes, des petites barres d'appui que vous allez mettre juste pour franchir 2 marches, ça va vous coûter une trentaine d'euros. Enfin, donc, je ne dis plus à de l'adaptation du logement, l'évolution de votre logement à vos envies et à vos capacités n'est pas coûteuse. Elle doit s'anticiper. On parlait d'âge, vous parliez d'âge tout à l'heure. À partir de quel âge je fais évoluer mon logement? En fait, tout au long de la vie, on fait évoluer son logement. Quand on accueille notre premier enfant chez nous, on crée une chambre. Et puis, tiens, c'est des jumeaux. Ah mince, comment je fais? Donc, il en faut peut-être une deuxième. Donc, on fait évoluer le logement tout au long de notre vie. Pendant le Covid, les travailleurs ont aménagé leur logement. Il leur fallait un coin pour télétravailler, avec les 2 enfants dans le salon. Mais on a fait évoluer notre logement. Et tout au long de notre vie, on doit le faire. À 60 ans, 70 ans, à 80 ans, il faut le faire. Sauf qu'il y a un âge où, cognitivement, intellectuellement, ça devient difficile, parce que c'est fatigant. Oui. Faire des cartons pour déménager, c'est fatigant. Personne n'aime déménager. Mais à des âges, on est capable de le faire. On a l'énergie pour le faire. Et à d'autres, c'est plus possible. Donc il faut se poser la question très tôt.
Je ne sais pas si c'est à l'âge de la retraite ou un petit peu après. Alors, On doit il se va y poser avoir ces questions. maintenant, vous savez, avec le gouvernement a annoncé des visites de prévention. Il y en aura une normalement à 65 ans. Ça pourrait être Ça en pourrait même être. temps, Exactement. c'est le cas de le dire, Tout à fait. en même temps, ça pourrait être le. J'espère. Ouais. J'espère qu'on ira sur ces questions-là et qu'on ne restera pas sur des problématiques purement de santé, Santé. mais qu'on ira effectivement sur ces logiques on va dire médico-sociales où ce logement, effectivement, a une importance. Si j'habite dans un village excentré, si j'habite au 4e étage sans ascenseur, est-ce que ça ne va pas, à un moment donné, m'handicaper dans ma vie de tous les jours? Je ne peux pas aller chercher le pain à la boulangerie qui est à 500 mètres. Je ne peux plus prendre les transports en commun. Enfin, tout ça, ça se réfléchit. Et à 65 ans, je me projette dans mon futur. Quel est mon projet de vie? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit, mais est-ce que ce logement, où j'ai encore 3, 4 chambres, est-ce qu'il n'est pas devenu trop grand? Est-ce qu'il n'est pas devenu trop contraignant? Je dois tailler mes haies, je dois tondre ma pelouse. Ça va devenir de plus en plus fatigant. Et de se dire, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut que je prenne plus petit, peut-être me rapprocher d'un centre-ville, me rapprocher d'un centre-bourg, pour pouvoir continuer à vivre le plus naturellement possible. Et ces questions-là, on doit se les poser de bonne heure. Et c'est pas anodin, ces questions-là. On se les pose de bonne heure et derrière, on met en œuvre et on chemine pour le faire. À 85, 90 ans, c'est illusoire de demander à une personne de dire il faut déménager. Et souvent, le déménagement, c'est quoi? C'est l'institution. C'est la résidence autonomie, c'est l'EHPAD. Alors aujourd'hui, on nous parle d'habitat partagé. C'est des notions qui restent encore assez floues. Il va falloir un petit peu qu'on nous explique ce que sont ces habitats Oui, puis partagés. culturellement, ça évolue. Mais là, Exactement. avec vous, on est plutôt sur des personnes qui ont autour de la cinquantaine, par exemple, et qui, c'est pas tout de suite, mais en même temps, c'est pouvoir y réfléchir. Et c'est aussi pouvoir penser à ses propres parents, par exemple. Se dire, tiens, il faudrait peut-être en discuter. C'est pas facile non plus, de tout ça, mais c'est être capable finalement de se projeter. C'est un peu ça. En sachant que l'espérance de vie augmente, qu'il y a de plus en plus de seniors, de gens âgés. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Je voulais vous demander, vous avez parlé de notion de diagnostic. Comment très concrètement ça se passe, un diagnostic? Concrètement, on se déplace au domicile de la personne, on va la mettre en situation. Donc déjà, ça commence, on la regarde marcher. Comment elle se déplace chez elle. Personne d'hier, par exemple, je la voyais mettre ses mains un petit peu partout sur ses meubles. Donc là, très rapidement, on repère les problématiques d'équilibre et là, on sait qu'il y a des risques de chute qui sont évidents. On va la mettre en situation, on lui demande de s'allonger dans son lit, de se lever de son lit, on va dans la cuisine, on prend un verre d'eau ensemble. Et tout ça, ça nous permet déjà de voir toutes les stratégies que la personne peut mettre en place et toutes ses difficultés. Ça, c'est le regard, vous parliez tout à l'heure, d'avoir le regard du professionnel qui va voir ce que des enfants ne peuvent pas voir chez leurs parents. Parce que c'est normal, ils sont vieux. Ben oui, Oui, puis on ne voit pas, ça évolue progressivement. ça évolue, et ça, On voit pas d'un jour à l'autre. on ne le regarde pas. Alors nous, on est distants, on regarde ça avec des yeux de professionnels, et c'est factuel. Après, on va avoir des outils de bilan très techniques. Voilà, bilan d'équilibre, par exemple, qu'on appelle un Tinetti, on va pousser la personne, on lui fait fermer les yeux, on lui fait faire un tour sur elle-même. Et là, ça nous donne aussi des chiffres qui nous permettent de quantifier les difficultés qui pourront, tout au long de la vie de la personne, être repassées pour voir est-ce que la personne progresse parce qu'elle a mis en place un programme de rééducation ou est-ce qu'elle régresse parce que justement, elle n'a rien fait. Donc, on a ces bilans-là, des mises en situation. Puis après, on va prendre, nous, nos outils, nos aides techniques et on va les faire essayer à la personne sur place pour voir si ça correspond bien à son besoin et si ça compense une difficulté. Donc ça, voilà, très concret, mise en situation à domicile, on analyse et puis derrière, on va préconiser des aides techniques, des stratégies et voir si ça fonctionne déjà lors de la première intervention. Et puis si ça ne suffit pas, il faudra peut-être une deuxième, voire une troisième intervention pour s'assurer que tout est mis en place chez la personne. Vous parliez en effet d'ailleurs de... Je remets mes aides techniques. D'ailleurs, c'est amusant parce que rarement on dit tiens, je vais changer d'aide technique. Non. Et c'est Pourquoi même une aide technique qui est devenue un objet de mode. De mode, exactement. C'est chic, on regarde, on discute de Absolument, nos on paires change de lunettes, on régulièrement. s'interroge. Donc on a ainsi de suite. déstigmatisé Oui. cette aide technique-là. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les L'appareil boucles auditif. pour écouter, par exemple. Les appareils boucles auditifs, auditifs, oui. voilà. Oui. Voilà. Et puis sur d'autres éléments, mais ce que vous disiez, parfois c'est 30 € ou 40 €, et déjà, ça améliore le confort de vie, la qualité de vie, et ça permet aussi de rester autonome plus longtemps chez soi. Donc ça intéresse finalement beaucoup de gens. Mais Valérie Egloff, qui peut demander ce diagnostic? Comment ça se passe très concrètement? Quelqu'un qui nous écoute, vous nous écoutez, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, un peu plus, un peu moins. Qui peut le demander et à qui?
Alors après, effectivement, ça dépend des territoires, ça dépend de ce qui existe. Moi, je vais prendre l'exemple que je connais un petit peu, donc, qui est celui de la ville du Havre. Pour toute personne aujourd'hui de 60 ans, à partir de 60 ans, elle peut demander auprès du Centre communal d'action sociale, du CCAS, une visite à domicile. Donc ça s'appelle, au Havre, ça s'appelle le Sherpa. Service à vrai d'évaluation des risques chez la personne âgée, où effectivement c'est un ergothérapeute qui va venir faire le diagnostic et du logement et de la personne, comment elle est dans son logement. Mais j'ai envie de dire ça, c'est l'idéal, parce que aujourd'hui, il y a Oui. beaucoup de gens qui font appel au Sherpa, mais en général, ils ont plutôt 85 ans que 60 ans, et ils ont déjà malheureusement eu une hospitalisation consécutive à une chute, parfois une fracture, enfin, on arrive déjà toujours trop tard, quoi. Et c'est ce que vous disiez. En fait, c'est jamais trop tôt pour y penser, quoi. Et effectivement, quand on est content d'avoir des enfants qui arrivent, ça paraît naturel de se dire, bah tiens, on va faire une chambre, on va mettre en sécurité les endroits qui peuvent être dangereux pour l'enfant. Et ben, c'est tout au long de la vie qu'on doit avoir ce projet-là pour nous, pour chacun d'entre nous. Et effectivement, quand on vieillit, on s'aperçoit que bah là, les marches, c'est un petit peu difficile, l'éclairage, il est peut-être pas adapté. Alors, moi, je suis plutôt optimiste de nature. Je me dis que toutes ces générations qui aujourd'hui sont aidants de parents en difficulté vont peut-être être un peu plus prévoyants pour eux. Se dire, voilà, effectivement, mes parents, ça s'est mal passé, on n'avait pas prévu, et puis voilà, et la chute et tout ça. Et peut-être qu'eux, à 55, 60 ans, ils vont se dire, bon, nous, c'est peut-être maintenant qu'il faut y penser. D'abord pour plein de raisons, économiques, là aussi. Et puis, ça a été dit, mais je pense que c'est très utile aujourd'hui d'associer ce problème du vieillissement, cette adaptation de notre société au vieillissement, à l'adaptation climatique, à l'adaptation énergétique, et avec tout ce contexte que l'on connaît actuellement, je pense que ce sont des sujets qu'il faut traiter ensemble. Et donc aujourd'hui, quand on est amené à déménager pour différentes raisons, ayons déjà en tête que ce logement, je vais y rester 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être qu'il faut déjà que j'anticipe sur ce que je veux avoir besoin aujourd'hui, demain et par la suite, quoi. Et puis, en dehors du vieillissement, on peut tous aussi se casser la figure, il va bientôt faire froid, il va y avoir des plaques de gel, et donc ça arrive à tout le monde. Donc on s'aperçoit des fois quand on a des béquilles que, ah bah là, mon logement, il n'est pas comme il faudrait, donc il faut y penser tout le temps, quoi. Et par rapport au réchauffement climatique, rappelons aussi que vivre du réchauffement à 20 ans, c'est pas agréable, mais à 80 ans, c'est encore plus lourd. Donc c'est aussi se projeter par rapport à ça. Exactement. Puis on aura aussi la problématique économique. Absolument. Et aussi réduire la facture, tout simplement, hein. Donc tous ces éléments-là jouent évidemment beaucoup. Sur ce diagnostic, il est qui paye finalement? Si j'ai 60 ans, je souhaite faire un diagnostic. Alors j'ai la chance d'être à la ville du Havre, c'est pris en charge. C'est pris en charge. Ça marche pas toujours comme ça. Non. Non, parce que les politiques liées aux seniors, elles sont départementalisées. La compétence, elle est au département. Donc chaque département met en place sa propre politique. Donc vous avez des départements qui même s'engagent aujourd'hui au financement des interventions des ergots. Nous, on a plein d'exemples avec des départements qui financent avec un zéro reste à charge pour la personne. Et puis des départements qui sont un peu plus en retard ou qui n'ont pas les mêmes priorités. Ou pas les mêmes moyens. Ou pas les parce qu'il y a mêmes, aussi des ou pas différences les de mêmes moyens. Vous avez Et- un département comme ça au hasard qui aide, je dirais, à 100%? Nous, aujourd'hui, par exemple, la Seine-et-Marne, on est aidé à 100%. D'accord. Donc les 4203 webinotes de Seine-et-Marne qui nous écoutent en ce moment peuvent déjà Oui, se oui. dire, dans ce département, Il j'y y en vais. a d'autres. Et il y en a bien d'autres. En fait, il faut regarder sur le site du département, voir aussi comment ça se passe. Ouais, il faut aller chercher. Mm. Alors, effectivement, le CCAS, ça reste quand même le réflexe Ouais. pour tout à chacun. C'est sa commune, c'est sa mairie. J'appelle, est-ce que sur la ville, j'ai un ergo? Parce qu'on a aussi des villes qui s'engagent. On a parlé du Havre, comme ça. J'ai Amiens aussi qui me vient en tête, comme ça, qui s'est aussi engagé pour accompagner ces seniors. Donc, c'est compliqué. Effectivement, ça dépend. Nous, quand on est une personne qui nous appelle, le réflexe, c'est vous habitez où? Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui dire, bah, vous pouvez être aidé par un tel, par un tel. Vous avez aussi les caisses de retraite qui se sont engagées. L'Agir Carco avec un diagnostic pour les plus de 75 ans. Bah, il faut être retraité d'Agir Carco de plus de 75 ans pour bénéficier d'un diagnostic. Alors là, ça coûte 15 € de reste à charge. Ça reste raisonnable. Après, vous avez vos CARSAT. Par exemple, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, la CARSAT finance nos interventions sur l'ensemble de la région. Mais ce n'est pas toutes les CARSAT. Donc, voilà. Donc ça dépend de là où vous habitez, de votre commune, voire des fois votre intercommunalité, de votre bailleur, parce que vous pouvez aussi avoir des bailleurs sociaux qui financent l'intervention d'un ergothérapeute aussi. Ça arrive. Donc vous appelez un ergo, vous appelez la commune, on va dire ok, vous avez tel financement et vous y avez droit. En fait, l'élément le plus simple, d'une certaine manière, c'est d'appeler un ergo qui lui-même a tout intérêt à vous dire comment ça peut se faire. Il le sait, oui. Ouais, finalement, c'est On a intérêt à le ça le savoir, plus simple. bien Oui. sûr. D'accord, ok.
À noter donc. Et peut-être, on a évoqué tous ces sujets, on a évoqué le fait que d'abord la population senior va augmenter. C'est même la croissance principale de la population de demain. Ce n'est pas les jeunes, c'est les plus âgés. C'est comme ça que ça va se passer. On fait de moins en moins de jeunes, entre guillemets, et en revanche, on produit de plus en plus de gens âgés. Et ces gens âgés qui ont envie, majoritairement, ultra majoritairement, de rester à domicile ou de rester dans un chez-soi, peut-être pas leur propre domicile au départ, mais en tout cas de rester chez elles. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, l'État l'a bien saisi, l'a bien compris. Il y a un projet qui a été annoncé par le président de la République de ce qu'on appelle MaPrimeAdapt, qui sera d'adapter dans les 5 ans qui viennent 500 000 logements. Alors, c'est un projet, mais ça a été quand même plus qu'annoncé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus tous les deux? Valérie Egloff? Déjà, moi, je me réjouis encore de voir qu'enfin, le sujet a été pris au plus haut niveau de l'État, de comprendre qu'il y a un sujet et qu'il y a effectivement une politique d'adaptation à mener. Alors, on en saura peut-être plus dans les semaines qui viennent, mais il faut se dire aussi qu'avant l'État, les villes, les intercos ont pris aussi en main le sujet. Parce que là aussi, pour un maire, c'est important d'avoir une ville qui reste attractive pour une population qui vieillit. C'est pas mal d'être une ville de vieux, entre guillemets. Il y a plein de villes, alors je pense par exemple en Normandie, c'est aussi une région qui vieillit un peu plus vite que le reste de la France. Pourquoi? Parce qu'on voit arriver des retraités qui ont envie de bénéficier du climat encore tempéré des côtes de la Manche, du Calvados. Voilà, on est une belle région attractive. Et donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les élus ont compris que c'était un sujet à prendre en compte, parce que derrière cette population qui arrive, qui veut bien vieillir dans la région, il va y avoir aussi des emplois pour les jeunes et les moins jeunes. Ça va faire marcher le tourisme, ça va faire marcher la restauration, enfin, ça va faire marcher toute une économie locale. Donc déjà, depuis maintenant quelques années, les villes, les départements, les régions ont compris que c'était un sujet à vraiment prendre en considération. Alors aujourd'hui, enfin, j'espère, l'État a compris que c'était aussi un sujet d'adapter les logements, parce que là aussi, derrière, ce sont des emplois. Changer une salle de bain, refaire du carrelage, et des emplois pour nos électriciens, nos plombiers. Enfin voilà, derrière, il y a toute une économie. Alors attendons de voir effectivement quel sera le montant de l'aide, à qui vraiment elle va être appropriée, à quel âge, à quel niveau de dépendance ou d'autonomie. Mais disons que les choses sont dans les tuyaux. Il faut encore être un petit peu patient pour savoir ce qui va en sortir. Mickaël Briquet, toujours je reste sur MaPrimeAdapt, parce que ça va être quand même logiquement un changement majeur et quelque chose qui va accélérer le mouvement. Alors c'est attendu à partir, il faut patienter un peu, c'est attendu à partir de 2024. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dire un petit peu plus? Le suspense est à son comble. Déjà, il existe des choses. Parce qu'en fait, MaPrimeAdapt devrait uniformiser, on va dire, remettre sur un guichet unique tout ce qui existe déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a l'ANA qui finance, il y a des CARSAT qui financent, il y a le crédit d'impôt qui finance, c'est déjà aujourd'hui. Vous avez des départements, vous avez des communes aussi qui financent. Donc quand on met tout ça en place, on arrive à avoir des financements. Attention, là je ne voudrais pas vous faire peur, c'est pareil, sous condition de ressources. Donc on demande le revenu fiscal de la personne pour savoir si elle peut bénéficier ou pas des aides de l'ANA. Est-ce que MaPrimeAdapt sera aussi soumise au revenu? On peut le penser. Bon. Donc attendons cette prime. On attend au mois d'octobre des arbitrages, a priori, du gouvernement. Nous, au niveau de la profession des ergothérapeutes, on participe aussi à ces réunions sur ces sujets. Est-ce qu'un ergothérapeute sera obligatoirement intervenu au domicile pour prétendre avoir la prime ADAPT? C'est aussi un sujet. Est-ce qu'on se concentrera effectivement exclusivement sur la salle de bain, ce qui a été un petit peu l'idée avec l'ancienne prime avec Action Logement, ou est-ce qu'on va avoir une vision beaucoup plus globale du logement? Vous le rappelez tout à l'heure, on ne vit pas toute la journée dans sa salle de bain. Il y a des études qui montrent même que ce n'est pas forcément ce lieu où on chute le plus. On a des études qui se contredisent un petit peu sur le sujet, Oui. mais si on reprend l'étude Chupadom de Santé publique France, avec des personnes qui ont été eux hospitalisées aux urgences, la plupart des chutes, c'est la chambre à coucher, et après le séjour. Donc ne focalisons pas l'adaptation et MaPrimeAdapt sur le seul sujet de la salle de bain. Il faut sécuriser, on peut mettre des barres d'appui, on peut mettre des mains courantes, des sièges montés-escaliers pour accéder ou pas à un étage, l'éclairage, tous ces sujets-là doivent être pris en compte. Si je suis intéressé par MaPrimeAdapt, ou tout simplement là aujourd'hui, pour moi ou pour mes proches, par une adaptation du logement, comment aussi je peux être capable de savoir si l'artisan, qui habite peut-être pas très loin de chez moi, ou un peu plus loin, pour savoir si l'artisan est le bon, est capable aussi, parce que tous les artisans ne peuvent pas nécessairement comprendre, saisir les enjeux. Donc
Est-ce qu'il y a des moyens de mieux le savoir? Est-ce qu'il y a des labels? Est-ce qu'il y a des éléments de ce type-là? Alors oui, les fédérations sont organisées, hein. Le label le plus connu, c'est Handibat. Donc, Handibat, Handibat. H-A-N-D-I-A-T. Voilà, avec, donc ça c'est la CAPEB qui a mis en place ce label. Il y a les pros de l'accessibilité qui existent également. Dans certains départements, je crois. Dans certains départements. Ouais. Donc vous avez la liste, pareil sur Internet, on va rechercher ces listes-là. Vous avez des associations, vous avez des structures ou des entreprises aussi qui font de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui peuvent aussi vous accompagner à trouver aussi les bonnes entreprises. Puis après, on est sur la confiance. On est sur la confiance avec l'artisan. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de trouver des artisans qui vont venir aussi travailler chez vous dans les bons délais. Donc c'est des projets qui sont de toute façon, aujourd'hui, vous parliez de ma prime adapt, et aujourd'hui, un projet d'adaptation de l'habitat, c'est au minimum 8 à 12 mois. Donc quand vous engagez la démarche, le temps d'avoir un artisan qui vienne, déjà une intervention d'un ergo ou de la MO, l'artisan qui va venir réaliser un devis chez vous, peut se passer 2 à 3 mois. Une fois que votre dossier passe en commission de financement, 2 à 3 mois. Et puis une fois que vous avez dit à l'artisan, c'est bon, vous pouvez venir chez moi, lui, il a son carnet de commande. Donc il vous dit, oui, dans 2 ou 3 mois. Des fois, il se passe 1 an entre la première demande et la mise en place réelle des travaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que la personne soit hospitalisée, puis nous, on nous dit il faut adapter le logement. Oui, mais ça va se passer en 1 an. Et donc, on fait comment? Il faut anticiper. Voilà. La prévention, dans notre pays, on n'est pas toujours très bon en prévention. Donc, alors peut-être qu'effectivement, ce diagnostic à 65 ans permettra d'en parler et dire aux gens, anticiper. Alors, parce que justement, sinon, on parle beaucoup des âges, et là, on commence à avoir plein de questions. Et je vois Sophie qui nous donne d'ailleurs son âge, qui est assez rare. Donc, Sophie a 53 ans, et elle dit bonjour à tous. À partir de quel âge conseillez-vous de faire un diagnostic de son logement? Pourquoi pas 53 ans, Sophie, c'est une très bonne idée. Moi, j'en ai 58 bientôt et je le fais déjà. J'ai un projet de déménagement et je me dis, voilà, ce logement où je vais arriver, il sera pour quelques années. Donc, tout de suite, j'ai des escaliers, j'ai des marches dans le jardin. Donc, tout ça, je me dis, dans mon prochain logement, je n'en veux pas. Et donc, à 53 ans, on peut déjà aussi se poser cette question-là. Et effectivement, ça a été dit, ça met du temps à avoir les financements, à vous faire les devis. Alors, juste une petite précision, parce que je pense qu'il n'y a pas que des habitants du Havre derrière l'écran. Il y a peut-être aussi des habitants du département de l'Eure. Et dans le département de l'Eure, en Normandie, le département a mis en place un fonds d'avance sur travaux. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant que les gens ont un projet d'aménagement de travaux, ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir tous les feux verts des différents financeurs. Le département va débloquer la somme nécessaire pour faire ces travaux et ensuite récupérera sur les différentes aides qui ont été évoquées. Donc, et je pense que ça se fait dans l'Eure, ça se fait dans d'autres endroits dans notre territoire. Et effectivement, il faut un petit peu chercher ou se rendre vers les professionnels et autres. Mais 53 ans, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est sûr que la visite, là aussi, qui est annoncée à 65 ans, puisqu'on prévoit 3 visites dans le parcours de vie, je pense que c'est déjà un âge où on peut déjà se poser la question, même si tout va bien, qu'on est en forme, qu'on est sportif, on sait que voilà, dans les années qui viendront, ça sera un petit peu moins facile, donc il faut déjà y penser. Oui. Oui, on pourrait partir du principe qu'autour de 65 ans, c'est pas mal. Et s'il y a cette visite, on verra comment elle se fera, mais ça pourrait être l'occasion de visiter pas non seulement son corps, mais aussi finalement son environnement et son logement. Alors, j'ai Laurent, il ne donne pas son âge. Une fois le diagnostic effectué, existe-t-il un système d'accompagnement pour choisir et mettre en place justement la meilleure solution? Oui, ça existe. Ça dépend là encore des départements. En ce qui nous concerne, chez Mercier, on a développé avec des départements ce qu'on appelle des ergothèques, qui nous permettent d'accompagner la personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, même si c'est nécessaire, pour mettre en place les aides techniques et les accompagner dans le projet. Donc oui, ça peut être fait. La question reste le financement. Qui finance 1, 2 ou 3 interventions à domicile? On peut même accompagner les gens également à distance. Donc oui, ça existe, il y a des aides. Oui. D'accord. Christine nous pose, alors elle va sans doute pour un parent, et si la personne n'est pas autonome et qu'elle a besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Alors là, on est plus dans la question des services à la personne, mais il y a un lien quand même évidemment entre les deux. De toute façon, quand effectivement la dépendance fait qu'on a besoin d'intervenants à domicile, pour l'intervenant qui viendra, je parlais en tant qu'infirmière, c'est aussi un confort pour travailler d'avoir des pièces adaptées, une salle de bain adaptée.
on parle d'ergothérapie, mais on parle aussi d'ergonomie. Pour le professionnel, c'est aussi intéressant d'avoir une salle de bain où il n'aura pas besoin de se plier en quatre pour faire la toilette de la personne. Donc il faut effectivement y penser dans ce cadre-là. Après, la question de savoir si la personne a besoin d'une aide 24 heures sur 24, est-ce que le domicile reste la meilleure solution? Ça, après, c'est une décision à prendre en famille ou en tout cas avec des professionnels, avec l'avis du médecin, du gériatre. Après, chaque situation, là aussi, est du cas par cas. Bien sûr, et ça prend du temps. C'est aussi pour ça que c'est important. Et c'est un coût. Hein. Quand on parle de 24-24, il faut bien comprendre que c'est 3 personnes qui se... 7 jours sur 7. Hein. Ouais, donc vous imaginez les coûts. Voilà. Tout ne sera pas pris en charge par la collectivité. Hein, à un moment donné, il y a aussi, par les assurances. Qu'il faut qu'on réfléchisse aussi quand même sur l'institution, parce qu'on a fait de l'EHPAD bashing ces derniers mois. Attention, c'est aussi une réponse. Elle existe et dans la plupart des EHPAD, tout se passe bien. Donc, oui, bien sûr. Il ne faut pas opposer domicile et institution, résidence autonomie, etc. C'est un parcours de vie. Voilà, mais c'est prendre en compte que les gens, en tout cas, souhaitent, ils le peuvent ou ils ne le peuvent pas, c'est un autre sujet, en tout cas, souhaitent vivre à domicile le plus longtemps possible. Voilà. Ce qui n'interdit pas d'ailleurs des allers-retours et tout ça. Alors, il y a Catherine, là, elle nous demande, est-ce qu'il y a des diagnostics sur l'île? Il doit certainement y en avoir, mais sans doute que vous ne savez pas exactement comment ça se passe. Dans le département du Nord, c'est un département qui a mis en place des choses. Là encore, CCAS, vous appelez le CCAS de la commune et ils vous indiqueront la marche à suivre. Oui. Alors, Géraldine ne donne pas son âge, mais nous dit « J'ai de plus en plus de mal à monter les escaliers de ma maison. Quelles sont les solutions possibles ?» On me dirait changer de maison. Voilà. Mais Alors avant, il y a effectivement des dispositifs pour aider à monter les escaliers. Hein. Alors je ne vais pas citer de marque, mais on voit des publicités de sièges. Alors c'est vrai que c'est un coût, par contre, mais là aussi, en fonction de la fragilité de la personne, il peut y avoir des aides. Mais effectivement, aujourd'hui, là aussi, un peu, je faisais la réflexion quand on parlait. Si vous regardez, il y a quelques années, dans les magasins de bricolage, là non plus, je ne vais pas citer de nom, mais tout ce qui concernait les aides techniques, c'était un peu caché au fond d'un rayon. Enfin, fallait demander où c'était. Je trouve qu'aujourd'hui, quand vous allez dans tous ces magasins, on voit les choses beaucoup plus mises en valeur et on voit aussi que les objets ont évolué dans leur design. Mettre un siège dans une douche, aujourd'hui, c'est pas un siège en plastique blanc, ça peut être un siège en carrelage, en bois. Enfin, là aussi, les concepteurs ont progressé dans l'approche de design et donc du confort. Donc là aussi, sur tout ce qui peut être aide à monter les escaliers, on est sorti du premier siège qu'on voyait il y a encore quelques années, quoi. Mais adapter son logement, c'est pas transformer son logement en hôpital. Non, ça surtout pas. Surtout pas. Et sur le sujet du siège d'escalier, c'est très intéressant, c'est aussi de se dire à partir de quand je le mets en place, parce que pour certains, on s'aperçoit que c'est le seul exercice qu'ils font dans la journée. Monter et descendre un escalier, c'est un exercice, donc c'est bon aussi pour sa santé. Et si je mets ce siège monté escalier, ben, j'exerce plus cet exercice. Alors je commence peut-être par mettre une barre. Peut-être une barre courante. Voilà. C'est pour ça qu'il faut évaluer. C'est-à-dire, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses difficultés? Est-ce qu'il y a un danger réel de chute? Et donc, est-ce qu'il faut passer par ce monte-escalier ou est-ce qu'on attend et on met d'autres aides techniques en place pour compenser les difficultés? Donc, ça s'évalue en fait. C'est pour ça qu'il n'y a jamais une réponse toute faite. Oui, bah, vous mettez un siège monte-escalier. Alors, si vous appelez un artisan, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, nous, on est des professionnels de santé, donc on a un regard différent. Si vous appelez l'artisan, effectivement, les pubs qu'on voit dans nos magazines, lui, il va arriver, il ne va pas se poser la question. Il dit, oui, je vous le pose. Et ça coûte 7 000, ça dépend si vous avez un carte tournant, ça va entre 6 et pareil, 8 000 euros. Lui, il ne va pas se poser la question. Nous, on va poser cette question de dire, est-ce que c'est le bon moment? Il faudra certainement le faire, mais est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est peut-être la seule chose que vous faites de la journée. Et ça, c'est bon pour votre santé de monter et descendre des escaliers. Alors, vous voyez, sur le regard, il est un peu plus fin. Soignant. Je crois que c'est intéressant de terminer comme ça. C'est si vous souhaitez rester à domicile, si vous souhaitez rester en forme le plus longtemps possible, bien sûr que l'adaptation du logement est importante, mais il y a quelque chose d'autre qui est encore plus important d'une certaine manière. C'est faire de l'activité physique, c'est être attentif à son alimentation, c'est être attentif à soi. Finalement. Et ça, vous qui nous regardez, vous avez peut-être 45 ans, vous avez peut-être 55 ans, vous avez peut-être 65 ans, vous avez peut-être 75 ans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, plus tôt on agit en termes de prévention, mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard. On a tous connu des gens qui se sont mis à l'activité physique à 85 ans, et ben, ils étaient mieux à 86 qu'à 85. Et ben, si vous faites pareil à 45, il y a des chances que ça fonctionne encore mieux. Donc peut-être qu'on terminera là-dessus en disant que non seulement la question de l'adaptation du logement est extrêmement importante, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de solutions techniques, mais qu'il y a aussi quand même beaucoup d'aides, beaucoup d'informations. Selon l'endroit où on est, les informations ne sont pas les mêmes, les aides ne sont pas les mêmes. Donc ça demande un petit peu à gratter. N'empêche que. Et puis il y aura ma prime adapte certainement. Rendez-vous en 2024, mais il y aura des informations avant
qui va aussi permettre d'aider énormément. Je rappelle, l'objectif, c'est 500 000 habitats, 500 000 logements. Donc ça va concerner quand même, j'espère, beaucoup de monde. Mais encore une fois, portez-vous bien, bonne santé à vous. Et vous dire, Zen et vous se termine pour cette deuxième émission. C'est un partenariat entre Notre Temps et Generali. D'ailleurs, là, nous sommes dans le studio de Generali. Et puis, on va continuer de se retrouver. La prochaine fois, c'est le 24 octobre. Ça sera sur un autre sujet, autour des médecines complémentaires, toujours dans la prévention, toujours finalement dans l'adaptation, mais d'autres formes d'adaptation. Ce n'est pas seulement le monde qui s'adapte à nous, c'est aussi nous qui devons nous adapter, pas nécessairement au monde, mais en tout cas à l'âge qui avance. C'est quand même formidable aussi. Jamais nous n'avons vécu aussi longtemps, en bonne santé par ailleurs, mais jamais nous avons vécu aussi longtemps. C'est quand même un miracle, cette manière de nos sociétés. Ce n'était pas prévu comme ça. Vous disiez tout à l'heure, les gens de 85 ans ne sont pas très bien préparés, mais aussi parce qu'ils n'imaginaient pas qu'ils allaient vivre si longtemps. Aujourd'hui, vous qui nous regardez, qui avez 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, vous savez, vous allez vivre encore 20, 30, 40 ans. Et donc, vous avez 40 ans pour vous y préparer. Mais autant commencer tout de suite. Les 40 années qui vont suivre seront bien meilleures. À très vite, au 24 octobre. Au revoir.